Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live Occitanie Basket Formation, où ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pascal. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir à tous. Pour ce live aujourd'hui, Jean-Pascal va échanger autour de la thématique du pick and roll, sur cette thématique qui est une tendance très moderne dans le basket d'aujourd'hui, où il y a peu d'attaques, en tout cas dans le basket des seniors où il n'y a pas de pick and roll. Il va vous parler de tout ça au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur Facebook pour qu'on puisse répondre à vos interrogations tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Voilà, Jean-Pascal, je te laisse la parole pour débuter. Merci Fabien. Bienvenue sur cette thématique aujourd'hui de l'écran porteur de balle. Alors, juste pourquoi cette thématique, Fabien l'a évoqué, hein, effectivement, c'est une phase de jeu absolument omniprésente dans le basket d'aujourd'hui. Après, c'est effectivement une démarche personnelle, hein, c'est-à-dire une volonté de passer d'une approche d'observateur parfois un petit peu empirique à une observation beaucoup plus organisée, beaucoup plus précise. Et puis, le premier confinement se prêtait totalement à ce travail, puisque il nous a donné à tous du temps, et donc en tout cas à moi du temps pour mettre en place ce projet. Alors ça a été organisé de la façon suivante. Je suis parti de 2 compétitions masculines, donc la Coupe du Monde en Chine en 2019 et l'Euroleague de la saison dernière. J'ai observé 12 matchs qui comprennent toutes ces équipes. J'ai voulu que ce soit essentiellement des équipes de haut niveau. Alors il va peut-être manquer certaines de vos équipes favorites. Je pense peut-être, en tout cas, sur l'équipe de haut niveau, notamment par rapport à ce qui se passe cette année en Euroleague, peut-être il manque le Barça, c'est clair. Ouais, c'était juste pour récupérer des vidéos de qualité. Donc voilà un petit peu toutes les équipes qui ont été observées au travers de 12 matchs. Et donc à l'issue de cette observation, en fait l'idée c'était comment une situation de jeu très simple, voilà, peut apporter autant de richesse au jeu, c'était vraiment ça. Et puis cette observation a complètement validé cet aspect-là. Il y aura 2 temps dans la réflexion et la présentation du projet. Le premier, une analyse statistique, c'est-à-dire j'ai recensé absolument tous les écrans porteurs de balles joués sur ces 12 rencontres observées, ce qui fait presque 1200 écrans porteurs qui ont été observés sur ces 12 matchs. Et puis bien sûr, après, au-delà de cette analyse brute statistique, c'est la typologie des différents écrans, tant sur l'aspect offensif que défensif. Alors aujourd'hui, je vais traiter que l'aspect offensif, puisque ce serait trop long de traiter les 2 aspects, mais en tout cas, voilà, ça a été tant sur l'aspect offensif que défensif que j'ai regardé. Et puis après, il y a le deuxième temps qui est sans doute le temps le plus intéressant et celui qui va être l'objet peut-être d'un partage entre nous. C'est le temps de l'appropriation, c'est-à-dire comment décliner ces informations, ces situations de jeu, extraites du haut niveau, pour les niveaux intermédiaires qui nous correspondent pour la plupart, et puis bien sûr aussi par rapport à la formation du joueur. Voilà, donc je reviendrai, mais c'est vraiment là-dessus que peut-être on pourra avoir des échanges par l'intermédiaire de Fabien et de relayer vos questions. L'analyse statistique, comme je vous l'ai dit, plus de 1200 écrans porteurs de balles observés, ça correspond environ à 1 à 4 écrans porteurs de balles par possession. Et les seules phases de jeu sur lesquelles on n'assiste pas à des écrans porteurs de balles, c'est des contre-attaques bien sûr, et quelques situations de transition avec des tirs rapides en première intention. Jean-Pascal, je te laisse peut-être partager ton écran puisqu'on ne le voit pas là, à l'heure actuelle. Ah, pardon. Voilà. Ça m'étonne. Voilà. Parfait. Comme J'avais ça. oublié la manipulation. Allez, Désolé. les images avec la parole, ça sera mieux. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ok, bon, je continue, hein, je reviens pas au diaporama précédente. Donc voilà. Et puis ensuite, c'était
ça a été regarder les choix défensifs qui sont faits sur ces écrans porteurs. Donc, en fait, c'est une analyse statistique. Il y a deux choix défensifs majeurs, qui est la défense protect. Il y a 44% de ces 1200 pics qui sont défendus en protect, et 27% qui sont défendus sur des changements défensifs. Et puis après, alors sans que ce soit marginal, vous voyez, défense type stick, défense step out, et puis après, de façon très anecdotique, des défenses no pick ou des défenses type show up. Voilà. Donc ça, et puis bien sûr, vous allez voir après, ça me paraissait important de commencer par là pour pouvoir derrière après vérifier comment sur le plan offensif, au haut niveau, les joueurs abordaient effectivement la réponse aux défenses protect, défense change ou les autres types de défense. Voilà. Donc l'exposé là que je vais vous présenter va être organisé en deux temps. Le premier temps, c'est l'observation du couple poseur d'écran, porteur de balle. Ça vraiment, qui au-delà des typologies défensives, de la façon de défendre les écrans, paraît vraiment l'aspect pour moi qui a été prioritaire sur ce que j'ai pu observer. Voilà, c'est la qualité effectivement tant de la pose d'écran que des passages d'écran, qui pour nous, on le verra sur les images, me paraît très très éclairant. Et puis après, bien sûr, l'observation des réponses offensives au regard des choix défensifs, donc là-dessus. Donc, je regarderai effectivement la pose de l'écran, la qualité de la pose des écrans, la qualité des passages d'écran, et puis bien sûr après tout ce qui concerne les ouvertures du poseur d'écran. Donc ça, ce sera les premières images, puis après, dans un second temps, les réponses offensives aux 4 types de défense qui sont les plus pratiquées, protect, change, stick et step out. Voilà, on n'ira pas sur les défenses gel pick et les défenses show up qui sont plus anecdotiques là-dessus sur cet exposé. Et puis bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, quelle déclinaison pour la formation du joueur et les niveaux intermédiaires. Donc quand on va rentrer dans les images, vraiment je vous encourage à questionner Fabien qui relèvera des questions là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on nous on peut faire de ces images-là, au-delà du fait de les regarder, de les observer, comment nous on peut les exploiter dans nos pratiques d'entraîneur, soit liées à la formation du joueur, soit liées à ces niveaux intermédiaires, c'est-à-dire pré-national, national 3, national 2. Voilà, ces niveaux intermédiaires dans lesquels la plupart d'entre nous interviennent. Voilà. Donc, tout d'abord la pose de l'écran porteur, 4 temps d'observation. Le premier temps, ça va être vraiment la qualité technique dans les attitudes du poseur d'écran, vraiment. La volonté de toucher le défenseur et fréquemment, mais pas dans tous les cas, mais fréquemment de maintenir le contact sur le défenseur. La notion d'orientation des appuis qui est très fréquente. Et puis, dans d'autres situations, la vitesse d'ouverture des appuis. Voilà, donc c'est bon pour la vidéo, Fabien? Elle passe? Ouais, moi je l'ai sur mon écran, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc la pose d'écran, voilà, on voit bien sur cette image là. Bon, on a affaire à des joueurs qui font 2m10, voire davantage là. Ici, c'est vraiment la qualité des attitudes, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on peut nous extraire par rapport à un niveau, c'est cette qualité technique là, vraiment, où on voit la qualité de flexion, la qualité d'ouverture des appuis, d'encadrement des appuis, de largeur d'appui, voilà, et l'équilibre également, qui fait qu'au moment du contact, on est prêt, et c'est véritablement un véritable écran, voilà, qui est posé. Voilà. Et on va le voir sur plein de situations, voilà, avant de voir effectivement des choses plus complexes, voilà, véritablement, 2m17, voilà, et après, et ça, pour moi, en tout cas, c'est la première chose, on va le voir très clairement. Voilà.
ici. Alors après, bien sûr, on va pouvoir... Le maintien du contact et la notion de précipitation souvent qu'on peut nous observer sur les niveaux et surtout chez les jeunes, voilà, qui se précipitent tant sur le fait de poser l'écran que derrière sur l'ouverture. On va voir que dans ces situations, souvent il y a une notion de contact qui est maintenue, voilà. Et après derrière, effectivement une ouverture. Au-delà, encore une fois, je rappelle hein, des types d'écran, de la façon dont ils sont défendus. Voilà. Encore une fois, voilà. Il n'y a pas de précipitation chez le poseur d'écran. Au contraire, c'est un vrai travail et après d'enchaînement. Et parfois, comme on le voit ici, hein, qui vont après la question défensive, qui sont dans l'excès, on va le voir là, hein, parfois ça peut être dans l'excès, on est dans le haut niveau. Voilà, évidemment. Ici, on va le voir, sur une situation un petit peu plus ralentie, pour voir vraiment la qualité, souvent sur des poses d'appui alternés, hein, Rudy Gobert qui pose sur des appuis alternés, qui est intéressant parce que c'est un signal pour le porteur de balle derrière sur la prise d'écran, et on retrouve effectivement, voilà, et pas de précipitation, qui donne derrière évidemment un avantage, et puis après, alors, de façon plus technique, que j'ai appelé moi orientation, réorientation, par rapport souvent au choix défensif, du défenseur, du poseur d'écran, du défenseur voilà. Effectivement, réorienter de façon à pouvoir toucher, qui est une constante vraiment, hein, cette notion-là, de toucher et de donner un avantage au porteur de balle. On va le voir sur plein de situations. Ici, réorienter, toucher. Voilà. Tout de suite, réorienter, toucher. Et même parfois, on s'apercevra que le fait de passer au large est un leurre, pour pouvoir permettre, surtout les Espagnols qui avaient une forme de jeu ici, avec face aux Australiens qui orientaient à l'opposé du pic, ici, voilà, et tout de suite réorienter, toucher. Et ça, c'était vraiment une constante que j'ai pu observer très très fréquemment. On va le revoir, la même forme, on a l'impression que c'est la même, réorienter, toucher, du temps pour donner l'avantage au porteur. Vraiment. Voilà, ici très significatif. Là, oui. Et puis après, alors pas du tout en contradiction avec ce qui a pu être observé sur les premières images, mais en fait c'est lié à la lecture et au choix défensif. Parfois, par contre, on va être sur un toucher et une ouverture d'appui très très rapide, donc non pas sur un maintien de contact low, mais sur des ouvertures très rapides. Hein, on verra tout à l'heure, notamment sur des protects hauts, là sur un protect assez haut, de façon à pouvoir passer très très vite dans le dos derrière. Ici, l'ouverture très vite. Donc là, on est sur toucher, ouvrir très très rapidement. Voilà. Okay, sur des protects hauts. On le reverra tout à l'heure, qui permettent de passer au-dessus. Voilà, ou alors effectivement, comme là, les Argentins sur des intérieurs de plus petite taille. Voilà, encore ici, sur des ouvertures très très rapides. Donc, voilà, uniquement hein, sur la pose d'écran, vraiment, hein, pour moi, beaucoup de choses, je me sens, à extraire sur nos niveaux à nous, et surtout sur les premières images, je trouve la qualité des poses d'appui, les attitudes qui me paraissent une vraie situation technique à apprendre. Oui, Fabien? Ouais, j'ai une petite question autour peut-être de la vitesse de sprint, peut-être avant de poser les écrans, pour que les joueurs peut-être créent du retard pour le défenseur du poseur d'écran peut-être. Oui, tout à fait, oui, oui. Absolument, souvent, effectivement, ils viennent rapidement et il y a une notion de freinage, c'est-à-dire cette notion de toujours de rupture de rythme, partir, partir sur une situation arrêtée. Souvent, ils sont loin, effectivement, de la pose de l'écran et ils viennent en sprint et ils sont capables, on retrouve là cette notion de freiner sur des appuis alternés, qui est souvent un bon repère à la fois pour freiner et aussi un repère pour le porteur de balle derrière d'enchaîner dans l'écran. Et souvent on voit des situations, on pose un pic pour le poseur d'écran qui crée un retard encore plus pour le défenseur. Voilà, et qui les oblige parfois à les protecter bas. Voilà. Merci Jean-Pascal, je te laisse poursuivre. Donc l'autre aspect, c'est le passage de l'écran, bien sûr, hein, dans ce couple poseur d'écran, porteur de balle.
Donc 3 temps d'observation. Le premier, c'est la capacité du porteur de balle à traverser l'écran. Vraiment, et ça, souvent, c'est un vrai problème chez les jeunes joueurs et chez les joueurs de niveau régionaux ou de premier niveau national. La position du porteur de balle, on verra qu'il est souvent assez haut par rapport au poseur d'écran. Il y a vraiment, hein, ça, on l'a vu déjà, c'est le contrôle technique du porteur, l'absence de précipitation, au même titre qu'on a pu le voir tout à l'heure sur le poseur d'écran. Voilà. Donc sur ces 3 temps d'observation, voilà, traverser l'écran, vraiment, qui permettent souvent de prendre de la vitesse. On va le voir sur plusieurs situations. Voilà. Et alors ça, vraiment, traverser l'écran, mais pour traverser l'écran, le porteur de balle est souvent haut par rapport au poseur d'écran. C'est, en tout cas, moi, c'est une difficulté que je rencontre. On verra. Voilà, ici, voilà. Le porteur de balle est au-dessus du poseur d'écran et pas à niveau du poseur d'écran. Ce qui fait qu'il peut véritablement traverser et prendre de la vitesse tout en passant, hein, ce que chacun d'entre nous connaît, effectivement, épaule contre épaule, de ne pas donner de place au défenseur du porteur. Voilà. Mais il est haut tout le temps et il n'est pas à niveau et encore moins en dessous du poseur d'écran. Voilà. Il traverse l'écran systématiquement. On va le voir sur plein d'images et ça aussi c'est une constante. Le fait d'être haut et de pouvoir prendre de la vitesse. Voilà. Et ça, en tout cas, je trouve que moi, s'il y a quelque chose à, notamment, je pense encore cet après-midi avec les jeunes joueurs que j'entraînais, vraiment, c'est un vrai problème pour eux parce ils ont des difficultés dans leur contrôle technique, voilà, à pouvoir rester haut. On va très bien le voir là sur cette image-là. Et ils subissent la pression défensive et ils ont tendance effectivement à aller s'écarter, à ne pas pouvoir. Et là, voilà, on le voit très bien. Il traverse, il est touché, et derrière, voilà, on crée une situation favorable de tir. Et ça, c'est quelque chose il me semble qu'on peut vraiment extraire du haut niveau sur l'apprentissage pour nos jeunes joueurs ou pour nos niveaux intermédiaires. Et même parfois, voilà, quand il est notamment sur des situations où il ne trouve pas, on va le voir ici, hein, où ils sont pas forcément hauts sur l'enchaînement. Par contre, ce qu'on va retrouver, voilà, là, voilà, il n'est pas forcément au-dessus de l'écran, puisqu'ils ne sont pas systématiquement au-dessus, évidemment, les conditions ne le permettent pas chaque fois, mais par contre, on retrouve cette volonté d'aller traverser l'écran, voilà, ici, pour pouvoir après derrière enchaîner. Voilà, pareil, voilà, traverser l'écran tout le temps, en étant haut, pour créer une situation favorable. Voilà. Donc maintenant, le deuxième temps, ce premier temps me paraissait vraiment, moi, le important, et c'est pas loin peut-être pour nous d'être le plus important, de ce qu'on peut extraire du haut niveau et qui crée les conditions favorables à la réussite derrière de tous les jeux autour du pic. Après, quelles que soient les réponses offensives par rapport aux choix défensifs qui sont proposés, qu'on va voir maintenant. Donc, je vous avais dit, donc le step out. Alors, c'est peu utilisé, 12%, et alors je peux pas, c'est une impression personnelle, j'ai dû aller rechercher des images de 2018, notamment du Final Four 2018, pour trouver davantage de step out, et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Voilà, véritablement, puisque je vous dis, sur la Coupe du Monde 2019, très peu, vraiment. Là, pour le coup, c'était anecdotique. Quelques-uns sur l'Euroleague, très peu également, et un petit peu plus sur 2018. Donc, mais c'est pas du tout là corrélé par les statistiques. C'est une sensation que peut-être de moins en moins de step out sur le niveau. Au contraire, peut-être chez les jeunes joueurs. En tout cas, moi, l'observation que je peux en avoir sur les jeunes joueurs, où c'est souvent une tendance prioritaire chez les jeunes. Voilà. Alors, 3 temps d'observation autour du step out. Voilà. L'utilisation du short roll, bien sûr, on va les voir. Là, dans la relation poseur d'écran, porteur de balle, bien sûr.
Bah, vraiment le contrôle et l'aisance du porteur. Ça, c'est une notion très importante. Et puis, on verra ce que j'ai appelé la fixation du safety, qui est où on augmente les distances de passe contrairement au short roll. Donc, on va voir ces trois temps. On va attaquer par le short roll. Donc là, on va revoir cette image après, venir ici, qui rend effectivement la défense de step out très compliquée, l'utilisation du short roll, on va le revoir, là c'est la même situation au ralenti. Ici, ouais, voilà, c'est ouvrir une distance de passe proche. Voilà, ouvrir une distance de passe proche ici. Ce qui fait que derrière, effectivement, les adaptations défensives font qu'on trouve souvent des lignes de passe ouvertes, on le verra tout à l'heure encore. Voilà, ouverture en short roll. De nouveau, ouverture en short roll, deuxième fois. Voilà. Et après, derrière, les défenseurs qui courent après la balle. Donc on repart effectivement sur la situation, on évoquait les short rolls qui est sans doute, qui explique peut-être qu'il y a de moins en moins de défense step out parce que c'est très compliqué à défendre. Et donc la difficulté c'est d'arriver à défendre les short rolls sans ouvrir d'autres lignes de passe. Et ce qui se passe très bien là, sur les deux images qu'on va voir et qui est très très bien exploité tout le temps par ces équipes de haut niveau. Voilà, qui ouvre. En plus, avec les compétences, un tour du tir que développent les joueurs intérieurs, c'est compliqué d'enlacer complètement les tirs ouverts. On va le très bien voir ici, celle-ci qui est très bien réalisée. Voilà, et juste un petit point, après je passerai. Celle-ci, c'est sur l'ouverture qui me paraît très importante quand on veut jouer autour du short roll. Voilà, le travail d'appui. Voilà, travail d'appui, une ouverture de bras immédiate qui rend la ligne de passe rapide. La passe rapide et derrière, ben voilà, les lignes de passe sont ouvertes et c'est très compliqué derrière à défendre. Donc là, c'est très bien joué. En plus, il y a une très bonne lecture. Sans revenir forcément sur les choix défensifs, une très bonne lecture de la rotation défensive. Voilà. La vitesse de passe dans l'intervalle du step out, aussi, qui correspond également à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un petit intervalle, chaque fois, voilà, ici, il y a un intervalle, et on va le revoir après, de nouveau, un intervalle, voilà, qui donne de la vitesse à la passe, et qui rend encore le short roll encore plus efficace. Ici, on va le revoir, là il ne joue pas, mais il y a un petit intervalle de passe qui n'est pas joué, il revient de nouveau au pic, il ressort en step out, et tout de suite, voilà, ils éliminent deux défenseurs immédiatement par cette passe rapide dans l'intervalle, qui montre, on l'avait déjà évoqué, on va l'évoquer souvent du contrôle technique. Ensuite, l'autre aspect d'attaquer le step out, c'est d'aller fixer le safety, ce qu'on appelle le safety, ce que j'appelle le safety, pardon. C'est ce joueur ici, tout en bas, qui souvent reste pour contrôler la raquette. On vient de fixer. Donc les lignes de passe, par contre, là, sont augmentées, contrairement au short roll. Mais par contre, c'est très efficace parce qu'on permet de s'approcher très très vite. On va le voir là, voilà. Il va fixer ici, très bas. Et derrière, il n'y a plus qu'à utiliser les courses défensives qui courent après la balle. On va le revoir très bien ici sur celui-ci, avec la qualité des écrans de Tavares, là, qui vient fixer le short roll, le safety, pardon. Voilà. Voilà, ici, safety qui est fixé, mais trop tardivement, qui rentre. Voilà, là, contrairement, on a des lignes de passe qui s'ouvrent. Dans le jeu à 3, que sans doute on connaît souvent pour attaquer le step out, dans des relations de jeu à 3, mais toujours par cette relation avec le grand et par la qualité de son ouverture. Voilà, ici, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure sur la vitesse, et là c'est très très bien effectivement effectué. Le safety est complètement fixé. Ici, derrière la sortie en step out crée, c'est ça, et ce qu'on reverra tout à l'heure, c'est la passe à l'opposé du pic qui est complètement ouverte. Ouais, puis un petit point, alors c'est pas quelque chose là qui est systématique autour du step out, mais je trouve qu'il est intéressant pour nous dans la notion de contrôle des porteurs de balles. Quand je dis pour nous, c'est nous entraîneurs qui sommes sur la formation du joueur, ou encore une fois sur ses premiers niveaux nationaux ou au niveau régionaux.
c'est vraiment intéressant de voir comment le porteur de balle reste sous contrôle. Et ce que j'ai appelé la vulnérabilité du step out, c'est qu'à un moment donné, voilà, il s'en va, le joueur qui est sorti s'en va. C'est un moment de vulnérabilité du step out qui est très très bien utilisé là pour aller chercher le 1 contre 1. Voilà. On va le voir après, que ce soit pour le 1 contre 1 ou pour la relation de passe qui est ouverte. Ici, pareil, sortir en step out, attendre que le grand reparte pour réattaquer et ouvrir ici. Voilà, cette notion de contrôle, moi je trouve vraiment être intéressante à enseigner pour nous. Voilà, ne pas être inquiet de la pression, attendre qu'il s'en aille, et au moment où le grand s'en va et revient, souvent il sort sur 2 steps, voilà, il s'en va, et c'est le moment où effectivement on va trouver la solution et la ligne de passe est ouverte ou la relation de 1 contre 1. Et ça, je trouve intéressant chez les jeunes notamment, où le step out est très souvent utilisé parfois parce que les joueurs en attaque n'ont pas encore des compétences exceptionnelles, et donc ça permet de prendre l'avantage. Donc à ce niveau-là, vraiment insister chez nos jeunes joueurs de maîtriser cette pression défensive par l'aisance avec la balle, d'attendre que le grand reparte effectivement derrière, reprendre son joueur pour réattaquer ou pour ouvrir une passe. Voilà, à ce titre, le step out peut être à ce moment-là un outil de développement offensif très intéressant pour nos jeunes joueurs. Oui, Fabien. Ouais, j'ai une petite question autour des techniques de passe. Quel type de passe tu préconises justement pour sortir le ballon rapidement du coup des step Alors, out? je trouve on l'a bien vu là, hein. On a eu tous les types de passes, hein, vraiment. Sur les différentes, là, sur les différentes vidéos, on va les revoir. Et je trouve enseigner un type de passe, voilà. Ici, vous avez vu, il va passer sur un appui par au-dessus, parce que on a des joueurs plutôt de grande taille. Après, là, on va le voir, il repasse effectivement de nouveau. Là, par contre, il est en appui et il passe la balle à 2 mains. On va revoir cette technique de passe plusieurs fois. Ici, de nouveau, voilà. Et là, ce petit travail plutôt, ce que tu appelles très bien, Fabien, un petit travail sur la pocket pass, où on coiffe la balle et on donne la balle dans l'intervalle. Donc c'est difficile, je trouve, moi. On les voit tellement utiliser une palette de techniques de passe que après, dans l'apprentissage vis-à-vis des jeunes joueurs, ce qu'on vient de voir là, je trouve très intéressant, moi. Dans les anses, pour pouvoir passer main droite, main gauche, dans le petit intervalle, ça donne beaucoup de vitesse à la balle. Si l'ouverture du grand est très très bien faite, ce petit travail de coiffer la balle dans la petite pocket pass, je la trouve moi assez pertinente, et j'ai tendance personnellement à l'aborder par ce biais-là. Ou alors des passes appui au sol. Voilà. Et ça, chez les jeunes joueurs, c'est une vraie difficulté de faire en sorte qu'ils aient des appuis au sol. Sur cette petite passe coiffée, ils ont tout le temps des appuis au sol aussi. Voilà. Mais après, on voit qu'ils ont une palette de passes tout à fait remarquable. Je te laisse poursuivre. Merci pour cet éclaircissement. Donc l'autre aspect, c'est les défenses kick. Alors après, glisser, etc., différentes terminologies pour ce type de défense. Choix peu utilisé, on verra tout à l'heure, à mon sens, pourquoi, parce que les risques sont vraiment importants au haut niveau. Par contre, moi, jusque la petite expérience que j'ai maintenant de ces niveaux intermédiaires, notamment sur région ou N3, c'est plutôt assez fréquemment utilisé, parce que il me semble que ça correspond assez bien parfois aux difficultés techniques des porteurs de balles arrière, qui n'ont pas toujours des vitesses de reconnaissance des situations très importantes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs non plus très adroits pour certains, ce qui fait que ça rend ce choix défensif pertinent, alors qu'il ne l'est pas du tout au haut niveau, en tout cas pas du tout, j'exagère, mais en tout cas avec des grandes prises de risque. Alors c'est un choix défensif qui simplifie le jeu, pour moi, au haut niveau, vraiment. Et l'enchaînement pique-repique, qui pose problème défensivement et qui donne vraiment beaucoup de solutions en attaque. Et puis, on l'a déjà vu, cette constante, de la qualité des poses d'écran qui fragilise le choix défensif quand on est touché, notamment sur le repique, qui pose problème derrière. Voilà, donc on va le voir.
Alors je l'ai attaqué par le double pic de transition, parce que vraiment je trouve que souvent sur la transition, on a tendance à passer dessous sur la première entrée, et ce double pic maintenant qui est apparu depuis quelques années pose problème parce que quand on passe dessous le premier pic, et ben derrière on est ciblé sur le second pic. Vous pourrez voir que c'est une réponse du haut niveau par rapport à le fait de passer dessous. Voilà, voilà. Et là, c'est compliqué parce qu'il a du chemin à faire derrière. Voilà, là, ici, très bien, on augmente la distance et derrière on ouvre la relation au niveau du tir. Là, on le voit très bien. Voilà. Donc on passe dessous le premier, pendant que derrière c'est compliqué. Voilà. D'accord. Et là, on ouvre effectivement sur un flair pour le grand. Un point par rapport au niveau, je trouve par rapport à l'arbitrage, peut-être il y a des arbitres qui sont connectés avec nous et qui pourront faire des remarques. Quand on passe dessous comme ça sur les écrans, on va le voir, il y a souvent, mais pas de façon très importante, et je trouve que c'est à la limite presque technique de leur part, un petit mouvement du poseur d'écran qui va augmenter la distance défensive à faire pour revenir et qui va faciliter effectivement soit le tir, soit le travail de contrôle du porteur. Voilà, je trouve ça très, très intéressant. Voilà, ce petit décalage tout le temps. Hein. Je l'ai vraiment observé très très souvent sur les écrans quand ça passait dessous. Voilà, ok, l'accompagnement, d'accompagner un petit peu. Voilà, ici sur presque une toute petite ouverture, puisque la règle logiquement ne nous donne pas la possibilité de le faire. La FIBA d'ailleurs avait fait pas mal intervenu là-dessus pour ne pas ouvrir systématiquement et donner l'espace, mais on le voit, il n'ouvre pas véritablement, mais suffisamment pour donner du retard derrière et faciliter le tir du porteur de balle. Voilà, ici, à chaque fois, hein, ce petit mouvement. Voilà, c'est juste, c'est pas anecdotique du tout, j'ai vraiment observé et je trouve, je suis persuadé que c'est quelque chose qui travaille et maintenant qui est devenu chez eux une vraie compétence. Dès qu'ils voient que ça passe dessous, alors que soit nous on va être dans l'excès et donc il va y avoir une faute offensive, soit on va laisser effectivement passer dessous et à ce moment-là donner l'avantage à la défense. Ce petit mouvement-là, je l'ai trouvé très intéressant. L'enchaînement pic-repic, bien sûr, hein, qu'on va voir très, très souvent. Ici, pour repiquer, alors là, sans ouverture, uniquement avec un pic posé avec le dos. Et là, je crois qu'il y a Tavares, le joueur du Real de Madrid, qui fait un vrai colloque, là. C'est remarquable, ces pauses d'appui. Je trouve que il y a beaucoup de choses pour nous dans l'apprentissage avec nos joueurs de grande taille, qui est tout à fait remarquable. Voilà. Il pivote, une ouverture derrière. On va le voir, et vraiment, voilà, sur l'ouverture, voilà, et à chaque fois et après derrière, on voit la qualité de son ouverture vers le cercle, même si là, il y a une passe dans le backdoor qui est effectuée. Voilà, reposé, derrière enchaîné. Voilà. Donc on va le voir encore. Et revenir reposer encore. Très bien. Puis là, effectivement, la passe à l'opposé du pic, qui est souvent qui pose problème. Alors le choix défensif, ben, en fait, qui permet d'isoler le jeu à deux, vraiment, c'est, je crois, la difficulté de passer dessous, en tout cas au haut niveau, puisqu'ils vont permettre effectivement d'isoler avec des joueurs, trois joueurs, on va voir, qui vont non pas du tout être statiques, mais juste donner du spacing, voilà, aux deux joueurs hein, qui vont travailler autour d'écran. Là-dessus, on va très bien le voir ici. Voilà, il donne du spacing, mais en fait, on est sur une isolation de jeu à deux, et ça permet de simplifier, de trouver des solutions. Encore ici, voilà, donc c'est souvent effectivement l'intérêt, et ça peut être un leurre, je ne sais pas du tout hein, si c'est un leurre, mais ça peut être un leurre intéressant, en tout cas moi j'aime bien l'aborder comme ça, c'est d'aller poser un écran hors zone de tir assez haut, ce qui fait que
le défenseur, souvent, du fait de l'espace, va passer dessous, qui est sans doute la meilleure solution et qui permet derrière de revenir poser un pic en zone de tir, par contre celui-ci, et donc en zone de danger, voilà uniquement, voilà ici. On se retrouve par contre véritablement sur un zone de danger. On retrouve ce qu'on a vu sur la première partie de l'exposé, sur la capacité à ouvrir, à maintenir le contact, par la qualité de la pose des appuis du poseur d'écran. Voilà, il trouve véritablement après derrière le tir pour le porteur de balle. Voilà, j'ai vu, il me semble. Voilà, dernière, voilà, qui revient, tout à fait. Premier écran hors zone de tir, deuxième écran revenir encore. Et donc vraiment là, l'isolation dans le jeu à deux, on va voir une dernière, voilà, l'enchaînement main à main pique également. Souvent on passe dessous sur le main à main et derrière on est retouché sur le pic. Voilà, et on est retouché sur le pic derrière. Encore, et retouché encore, voilà, et là on est vraiment dans une isolation complète du jeu à deux. Voilà, un petit peu. Bon, deux images pour dire effectivement ça explique à mon sens pourquoi la défense, ce type de défense parfois est plus une défense d'urgence que les choix défensifs forts au haut niveau, parce que elle est très risquée et elle donne, je trouve, vraiment des choix autour du tir qui sont importants pour le porteur de balle. Donc maintenant on va enchaîner sur en fait les deux choix défensifs majeurs qui sont le fait de changer et de défendre en protect. Donc là-dessus, plusieurs choses. La première chose, c'est le mismatch 5-1. C'est-à-dire, quand je dis mismatch 5-1, c'est-à-dire aller chercher à jouer avec le grand et utiliser le mismatch du grand. C'est pas l'option prioritaire dans ce que j'ai pu observer. C'est vraiment une option secondaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas jouée, loin de là, mais c'est pas celle qui est jouée prioritairement. Parce que on s'aperçoit qu'elle permet des collaborations défensives. Et donc, elle permet de s'organiser autour du mismatch. Alors, on verra, enfin, en tout cas, si peut-être ça pourrait faire l'occasion d'un autre sujet, que parfois on voit beaucoup de changements à 3 aussi là-dessus, donc qui permet de limiter l'impact du mismatch. Également, la taille, mais aussi l'activité défensive des meneurs de jeu, qui rend parfois la relation de passe compliquée. Je pense un ratio d'efficacité qui fait que c'est pas l'option prioritaire par rapport à ça. Le contre 1 des arrières face au joueur intérieur, qui est elle l'option prioritaire. Voilà, parce que c'est souvent une situation favorable. On va le voir, autant les joueurs de grande taille ont fait des progrès tout à fait remarquables dans la capacité du déplacement arrière. Ils se déplacent très très bien, ils sont capables de tenir les duels dans le déplacement arrière. Par contre, ils ont beaucoup de difficultés dans leurs enchaînements de déplacement arrière, déplacement avant. On verra notamment sur des step back, par exemple, ça leur pose beaucoup de problèmes. Voilà, ils ont du mal à revenir, et ça c'est très utilisé par les meneurs de jeu. Et puis bien sûr l'excellence technique des postes 1 voire des arrières qui met en difficulté les joueurs intérieurs dans le 1 contre 1. Et on finira par petit aspect, ce que j'ai appelé moi passe et repasse, c'est l'impact de rebond offensif quand on enchaîne sur les changements. Donc, voilà, quelques images autour de ça donc. Voilà, donc bon, on a déjà vu tout ça. On va le voir sur ces images. Sur les changements défensifs, voilà, donc l'emmener proche de la zone de non-charge, on verra, c'est systématique, avec un travail axe-axe souvent, là, écran axe, voilà, tout de suite, emmener dans le dos, ici, et bien fixer, et là où on retrouve, c'est sûr, les collaborations défensives qu'on peut avoir sur ce genre de mismatch grand-petit à l'intérieur. Mais là, la constante, c'est tout le temps, voilà, plutôt pic axe, et immédiatement, voilà, emmener dans le dos le joueur et venir fixer dans la zone de non-charge. Voilà, ça. Et donc si, encore une fois, quelque chose qu'on peut retenir pour nous, voilà, encore une fois, voilà, aller dans la zone de non-charge, ici, là, faute, parce que on va très bien voir ici, voilà, l'amener dans la zone de non-charge, voilà, et on voit après tactiquement ici l'annulation hein, qui est l'annulation des aides défensives avec ici
Voilà, la remontée des deux joueurs ici, donc là qui libère complètement et qui pose problème sur des aides défensives éventuelles, et venir amener le joueur du défenseur, bien sûr de plus petite taille, proche de la zone de non-charge. Donc il y a un vrai travail technique. Là, je trouve que ce que fait Rudy Gobert, donc sur le plan technique, voilà. Ici, on le voit avec son avant-bras gauche, il va fixer ici. Le joueur veut repasser devant et il va le refixer avec l'avant-bras droit. À ce moment-là, pour ouvrir ici l'angle de passe, on vient chercher, il ne peut pas se permettre face à Fournier de fermer la ligne de passe ici sur un shooter, d'accord, et il vient ouvrir l'angle de passe. Donc techniquement, il y a un gros travail, et si cette image-là, je pense qu'elle pourrait être vraiment enseignée à nos jeunes joueurs, ou à nos joueurs intérieurs avec lesquels on peut travailler en senior, parce que vraiment, c'est remarquable dans le maintien du contact. Voilà. Donc on va se passer l'image au ralenti, même si elle est très belle. Voilà. Si. Bon, enchaîner maintenant sur la vitesse d'ouverture, on l'a vu au tout début. Voilà. Il n'y a pas toujours un maintien du contact long, mais sur les changements défensifs, il y a des vitesses d'ouverture importantes, notamment, alors soit on est sur là, les Argentins qui avaient tout intérêt parce qu'ils étaient beaucoup plus petits, et donc à être sur la vitesse de déplacement, mais surtout sur les changements par au-dessus. Les équipes parfois cherchent à changer par au-dessus. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup changer par au-dessus. Mais c'est vrai qu'avec des intérieurs très véloces qui peuvent enchaîner très vite, ben on est compliqué parce qu'on ne peut pas rester au contact. Le joueur qui est ici ne peut pas rester au contact et forcément derrière, voilà, il est en retard. Voilà, sur les changements par au-dessus. Bon, ça, rien de particulier, je pense sur les changements défensifs, sur l'utilisation des mismatchs dans le jeu à 3. Voilà, il va s'installer. On vient jouer avec lui dans le jeu à 3 ici, mais qui a, sur ce que j'ai pu observer, rarement une situation favorable, qui donne assez peu d'efficacité au final. Voilà, parce que déjà avec les nouvelles raquettes, même si elles fait un petit moment, eh ben, il est relativement loin du cercle, et que les joueurs à ce niveau-là, les joueurs intérieurs, sont pas forcément un avantage systématique quand ils sont si loin du cercle face à des joueurs arrière qui peuvent tenir ce type de duel et donner du temps aux ailes défensives. Voilà, encore mismatch. Là, les Américains qui jouaient small ball, qui changeaient surtout. Voilà, ici, voilà, et on voit très bien l'organisation défensive, les collaborations qui rendent effectivement, parfois pas toujours d'une très grande efficacité. Voilà, cette situation. Alors juste un petit aparté, bon, déroulé sur les passes à l'opposé des pics, voilà, par rapport, qui sont vraiment, quel que soit, je profitais de ce moment-là, souvent sur les switches défensifs, mais sur un plan général, voilà, d'utiliser des passes à l'opposé des pics, puisque c'est souvent ces passes-là que les défenseurs donnent, hein, des passes tout à l'opposé, le plus loin. Donc, on va reprendre autour des changements défensifs. Jean-Pascal, une petite question avant de relancer tes images et tes vidéos. Ça concernait l'utilisation du jeu sans ballon à l'opposé du rôle du joueur poste 5 pour peut-être trouver des triangles pour réussir à retrouver le mismatch dans un second ou troisième temps. Ouais, effectivement, on va passer à notre image, mais on le trouve quasiment systématiquement au-delà des défenses sur les switches défensifs, mais non pas pour retrouver le grand, mais pour des situations de tir à l'opposé du pic, ou effectivement pour réattaquer. Mais j'ai vu assez peu d'images sur des transferts de passes à l'opposé pour retrouver effectivement le grand, notamment quand les petits passaient devant, et pour des ouvertures. J'en ai pas vu beaucoup. Et comme disait un apporté, vraiment, c'est la deuxième option là, sur le meneur de jeu ou l'arrière qui attaque le grand, c'est vraiment l'option prioritaire et moi c'est la majorité des images que j'ai vues autour de ça. Voilà. Donc on va juste y venir. Voilà, donc la première chose, effectivement, c'est dans les ruptures de jeu de rythme. Je trouve intéressant, on va le voir sur plein d'images, c'est par rapport
encore une fois, hein, sur la déclinaison sur les niveaux, là, jeunes joueurs au niveau intermédiaire, c'est cette absence de précipitation et le temps qu'ils se donnent derrière pour voir. On va voir que même après, voilà, ils acceptent de rechanger pour retrouver. On va le voir plusieurs fois en fait. Il y a deux changes défensifs puisqu'ils préfèrent, voilà, là par exemple c'est Nicolas Batum, il pense qu'il va pouvoir, Nicolas Batum va pouvoir défendre, donc il refait un changement. Et à ce moment-là, voilà, il vient attaquer Gobert, voilà, sera évidemment plus en difficulté pour défendre. Et avec tout le temps ce travail dans les ruptures, ici je rattaque, je refixe et je réattaque. Encore, et la difficulté pour les grands, comme on l'a dit, de jouer. Après, par contre, quand on peut prendre de la vitesse tout de suite, bah, effectivement, même s'ils ont fait des progrès tout à fait remarquables, des joueurs de grande taille dans le déplacement arrière, c'est compliqué. Voilà, quand tout de suite, on va retrouver cette capacité à traverser l'écran, voilà, et à prendre de la vitesse. Et après, c'est difficile pour les grands quand le petit a pris de la vitesse tout de suite. Là, voilà, là, traverser, encore une fois, et c'est difficile. La lecture de la protection défensive, bien sûr, puisque après, là, je réattaque, voilà, il y a une immense protection défensive, on vient de protéger le grand pour effectivement lui permettre de tenir son duel, ce qui ouvre des lignes de passe très importantes derrière. Voilà. Ou la protection du grand, là c'est très intéressant de voir ici, voilà. Même si là il n'est pas défendu par un petit, il va donner beaucoup d'espace pour permettre là de venir attaquer, effectivement. Ce que j'avais appelé safety tout à l'heure, qui vient un petit peu en protection assez haut, on est dans son dos et c'est compliqué effectivement derrière. Voilà. Voilà. Et faute offensive, et faute défensive, pardon. Donc j'ai appelé, rupture de rythme et vitesse de pied. Ouais, effectivement, la capacité à shooter vite et à monter très très vite dans les ruptures de rythme. Là, voilà, on va retrouver rupture de rythme et monter très très vite derrière. Là, on sent vraiment qu'ils choisissent leurs défenseurs. Voilà, et ça monte très très vite sur les appuis. C'est très compliqué ici parce que les grands doivent se donner évidemment de l'espace. Ils doivent se donner de l'espace. Ils ne peuvent pas défendre comme les petits au contact. Voilà. Et cette capacité à monter très très vite. Et j'avais évoqué l'usage du step back, la capacité des arrières à créer leur tir, qui est un shoot très difficile, réservé aux experts, hein, bien sûr, mais vraiment qui met les grands en très très grande difficulté pour défendre. Là, voilà, les déplacements avant-arrière, il les met en grande difficulté. On va voir celui-ci. Voilà. Donc sur ces quelques images, qui est encore une fois l'option prioritaire qui est prise au haut niveau pour attaquer sur les mismatchs. Fabien? Ouais, une petite question par rapport à la gestion du mismatch. Est-ce que peut-être se séparer du ballon et réattaquer le grand dans un deuxième temps, ou troisième temps, ça peut être facilitant? Oui, tout à fait. Ouais, pleinement, et c'est là où on voit, parce que quand je parle de déclinaison et d'appropriation pour nous, ça c'est vraiment important. Il y a une absence de précipitation, ils ne précipitent jamais. Ils prennent le temps de lecture pour effectivement donner de l'espace au grand. On va le voir sur les situations de passe et repasse, là, sur la vidéo suivante, où parfois ils prennent une première option de le jouer, ils n'y arrivent pas, ils reprennent de la distance, passe, repasse, et ils le rejouent dans un second temps. Vraiment. Donc vraiment, il y a cette volonté d'isoler cette situation sur un temps de jeu, sur deux temps de jeu, pour vraiment utiliser cet avantage jusqu'au bout. Donc voilà, on va le voir là, encore mieux là, par rapport à ta question, je pense, sur ces situations de passe et repasse. Et puis bien sûr, voir sur l'impact du rebond offensif. Bon voilà, effectivement, hein, par rapport à jouer sur plusieurs séquences, là, attaquer pour prendre de la vitesse, reprendre de l'espace et attaquer grand 1 contre 1. Voilà, ça c'est une situation qui est très fréquente. Soit effectivement, on ne fait pas la différence sur la première intention,
passe, repasse, redonner de l'espace, celle-ci, je trouve, est très éclairante là-dessus, vraiment, et on peut, voilà, juste la revoir parce que, voilà, juste ici, je ne te fais pas la différence. Reprendre de l'espace, aller au large. Ici, l'axe central est complètement libéré et on trouve effectivement, en fonction de la lecture des collaborations défensives, là pareil, là on utilise vraiment la situation dans la lecture. Il y a eu un changement défensif. Voilà, encore, j'ai pas pu faire la différence. Je reviens sur une deuxième option, reprendre de la distance et ouverture de l'axe central complet. Voilà, sur la deuxième intention de jeu, on pourra jouer en vitesse, même si le grand tient bien, effectivement. On va le voir ici. Sur le fait aussi de choisir, sur une équipe voilà, américaine qui switchait surtout, reprendre de la distance et rechoisir son défenseur. Non, pas sur celle-ci. Voilà, pour choisir son défenseur. Donc là, switch. Et préférer effectivement, hein, j'ai vu là que ce soit Gobert qui défende. Donc retravailler, et là, derrière. Encore une fois, switch défensif. Là, je joue pas. Reprendre de la distance, re-switcher. Là, sur une équipe qui était en mismatch, elle est réattaquer et prendre de la vitesse. Voilà. Et enfin, ce qui est peut-être vraiment ce qui explique le fait que au haut niveau, on soit prioritairement sur le fait de jouer la mismatch entre les arrières et les grands, c'est la fragilisation du rebond défensif, c'est-à-dire qu'effectivement, laisser le grand en bas pour un rebond offensif prioritaire, c'est ce qu'on va voir sur quelques actions. Là, ici, évidemment, c'est compliqué, on va voir sur plein d'actions, où là, c'est pas directement le mismatch, mais on va voir que le fait de vouloir protéger son grand, ici, il va lâcher le rebond. Là, ce joueur lâche le rebond ici. Ce joueur lâche le rebond pour pouvoir protéger. Et derrière, effectivement, il se fait impacter au rebond. On va le voir là sur des changements complets. Là, ça change. Là, il y a un changement. Il reste. Et bien sûr, l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est un élément que souvent chez nous, joueurs, ils ont du mal à comprendre. Là, c'est sur une fin de possession qui est vraiment très intéressante de l'équipe de France. Ils jouent sur une fin de possession. Il reste là 9 secondes. Ils vont jouer sur un fair screen ici. Là, il y a un mismatch à ce niveau-là. On va pas trouver un tir favorable, mais par contre, on va trouver une situation de rebond offensif qui est favorable. Voilà. Donc, ça, sur les changements défensifs, nos joueurs ont du mal un petit peu à intégrer ça. Les grands veulent toujours la balle. Ici, on a un mismatch, encore une fois. Et c'est au niveau du rebond qu'on va prendre l'avantage. Et derrière, on va repartir sur une séquence qui va nous donner un... Donc on va pas avoir effectivement un panier marqué directement sur le rebond off, mais c'est le rebond off qui va nous donner effectivement derrière de nouveaux mismatch. Effectivement, voilà. Donc vraiment, et ça... Donc, à la fois, passe et repasse qui montre quelque chose, moi, que je trouve systématique, c'est l'absence de précipitation, prendre du temps pour lire les situations qui vont être favorables et ne pas être... quand ils sont dans la vitesse, c'est qu'ils ont fait le choix et qu'à ce moment-là, effectivement, ils vont chercher à utiliser leur savoir-faire technique. Mais avant de passer sur ce choix-là, il n'y a pas de précipitation. Et enfin, effectivement, sur cet aspect prioritaire, au niveau du rebond offensif, je trouve que les joueurs nous, avec lesquels on peut travailler, souvent s'impatientent. Ils pensent que puisqu'il y a un mismatch, il faut qu'ils aient la balle en poste bas tout de suite, il faut qu'ils le jouent, alors que la situation favorable, ça sans doute peut-être lié au rebond offensif et donner à ce moment-là la liberté à l'arrière de jouer et d'impacter et de prendre des positions préférentielles au rebond offensif. Voilà, donc ça en tout cas, moi je trouve ça assez éclairant pour nous permettre de me faire le lien après avec les joueurs dont on s'occupe.
Voilà. Alors, les défenses protect, la relation 1-5 dans la défense protect, juste. Ensuite, les tirs bien sûr des joueurs intérieurs et le 1 contre 1 du poste 1. C'est l'option défensive prioritaire qui est prise. On va voir comment elle est attaquée. Donc d'abord, effectivement, dans ce que moi j'appelle la fixation du joueur du poste 1. Ici, on va retrouver ce qu'on a déjà évoqué, la qualité des poses d'écran, la qualité des touchés, ce qui effectivement crée des situations après de 2 contre 1. Voilà, on donne du retard. Là. Donc ça, on l'a déjà vu, mais ça me paraît vraiment fondamental. La capacité à toucher, voilà, à donner du retard derrière, qui permet effectivement au joueur intérieur derrière d'avoir l'avantage dans les situations de 2 contre 1, de d'ouverture, voilà. On va le voir encore, même si là on est dans l'expertise, arrière au niveau du tir. L'utilisation par le protect de créer des situations de 2 contre 1. Alors ça, c'est à chaque fois qu'on a des défenses protect hautes. C'est-à-dire, ça c'est peut-être réservé au haut niveau, je pense ça. Chaque fois qu'il y a des défenses protect hautes, que le joueur poste 5 sort assez haut pour freiner le porteur de balle, le temps de pause d'écran est assez faible et par contre il y a une vitesse d'ouverture pour aller dans le dos. On va voir la capacité à passer au-dessus. Qui est, voilà, ici, on va le voir soit sur des situations parfois assez spectaculaires, voilà, tout le temps. Voilà, défense haute et tout de suite des images pour aller chercher à passer par au-dessus. Voilà, et ça, c'est vraiment une constante ici. Sur la lecture, j'imagine qu'ils ont du temps pour scouter et pour faire des choix de ce type. Voilà, sortir très très haut et derrière, aller plonger dans le dos et passer par au-dessus, lié bien sûr. On voit l'aisance motrice des joueurs de grande taille, puisque là, sur des joueurs qui font entre 2,10 m et 2,15 m quand même. Hein. Voilà, autour de ça. Voilà. Ça, bon, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse s'approprier et voilà, sortir très haut et derrière, évidemment. Voilà. Donc ça, sur la relation 1-5. Pour rester effectivement sur les joueurs intérieurs, eh ben, l'attaque des défenses protect par les ouvertures et le tir des joueurs intérieurs. Voilà. Ici, on retrouve effectivement une situation favorable de 2 contre 1 par les ouvertures de type pick and flare ou pick and pop. Voilà, ici, situation de 2 contre 1. Où on ne peut pas effectivement le grand défendre pour protéger, évidemment, même s'il est plutôt bas. Et là, contrairement à ce qu'on avait dit tout à l'heure, on est plutôt quand la défense protect est plutôt basse, là, qui donne un avantage sur les ouvertures pour le tir. Voilà, une défense protect basse, ouverture sur les tirs. Là, encore une fois, voilà, Tavares est assez bas. Il permet effectivement, alors là, on est sur une situation de 1 contre 1. Voilà, mais il ouvre effectivement au large. Encore une fois, défense protect basse, ouverture, et après réattaquer, éventuellement, en tout cas. Bon, après quelques enchaînements d'actions, rien de particulier, c'est vraiment spécifique là au haut niveau. Là, sur une entrée corne par exemple. Voilà, qui favorise derrière, effectivement, les ouvertures sur du flair. Voilà, des mains à main, enchaînement pique, ouverture, voilà. Donc là, il y a une vraie vitesse d'exécution dans les déplacements, dans la qualité des écrans, main à main, pause, ouverture, voilà. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment spécifique, je trouve, du haut niveau sur ce que j'ai pu observer. La capacité à enchaîner des actions qui sont simples, mais exécutées avec vraiment une très très grande performance et beaucoup d'ouverture après du poste 5 dans les tirs extérieurs.
Une Et petite question, Jean-Pascal. Justement, c'est Défense Protect par rapport à tout ce que tu viens de dire et à l'enchaînement d'actions, ce qui fait que l'enchaînement des actions avant le pick and roll provoque des retards défensifs qui amènent du coup les défenses à utiliser le Protect et donc éliminent d'autres types de défenses dont tu as parlé auparavant peut-être. ça, c'est une des raisons, hein. Tu avais posé une question au tout début, hein, sur le fait de sprinter pour mener du retard au défenseur ou d'enchaîner sur un pic pour venir, un écran non porteur pour venir poser un pic derrière qui donne du retard, qui va obliger à défendre en protect. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est la défense protect reste en termes d'efficacité sans doute celle qui permet de mieux protéger à la fois le rôle du grand vers le cerf, protéger l'activité du poste 1 vers le, même s'il envoie des actions où ils sont plutôt en réussite sur les tirs ouverts. Mais je pense que c'est une défense qui est celle qui est la moins à risque sur là-dessus. Et puis comme tu l'as dit, de toute façon ils enchaînent, on les voit, ils se mettent à enchaîner des actions avec beaucoup de vitesse. Ce qui fait que derrière, il y a forcément du retard et que la défense step out est absolument impossible dans des enchaînements d'actions avec ces vitesses-là. Je pense toutes les actions maintenant qu'on voit beaucoup sur les mains olympiques, c'est très très compliqué de pouvoir défendre en step out. On switch ou on défend en protect. Et si on se met à défendre en protect bas, bah à ce moment-là, la capacité de tir extérieur des joueurs intérieurs, elle devient vraiment intéressante. On va le voir après, là dans la deuxième séquence, la capacité du poste 1 à jouer le 1 contre 1 de façon très spécifique dans ce type de défense. Ça marche, merci. Voilà, donc là déjà, tout simplement le fait de toucher, voilà, de toucher sur des défenseurs qui veulent passer avec et qui ne veulent pas passer dessous. Voilà, donc la qualité de la pose d'écran, qui reste pour moi vraiment, si moi j'ai une chose à retenir de tout ce que j'ai pu observer sur ces écrans, c'est vraiment ça. C'est la qualité des poses d'écran des joueurs intérieurs et l'utilisation de cette pose d'écran. Voilà, je veux passer avec, derrière. Et rien que le fait de ça crée un retard, notamment sur les types de défense protect. Voilà, traverser l'écran, je traverse l'écran, défense protect un petit peu basse. Voilà, encore une fois, on va le voir, traverser l'écran, toucher. Et enfin, vraiment cette capacité des joueurs meneurs de jeu à traverser l'écran, et on va le voir, à éliminer leurs défenseurs par se traverser l'écran, voilà, ici, et ça c'est la grande constante de l'attaque des défenses protect par les joueurs poste 1, voilà, qui vont, on va le revoir plein de fois, ici, voilà, ils vont passer derrière, comme ça, et ils vont obliger le défenseur du joueur intérieur à très légèrement se décaler, à obliger le défenseur du poste 1 à avoir une course latérale pour récupérer son défenseur, son attaquant, pardon, qui permet au poste 5, lui, de plonger axe central. Voilà, ici. Qui crée beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits défensifs. Là, voilà. Passer derrière, venir, obligé à augmenter les distances défensives du porteur. Voilà. Ici, revenir, passer derrière et s'ouvrir le tir. Et c'est très, entre guillemets, pour moi, conflictuel pour les deux défenseurs, voilà, le défenseur du poste 5 est obligé très légèrement d'accompagner, et le défenseur du poste 1 qui, lui, effectivement, doit faire de la distance pour venir récupérer son joueur. Voilà, revenir passer, ici, et s'ouvrir le tir. Ici, et après, on voit même hein, que là, Vezeli va carrément poser un écran derrière pour libérer ici, voilà, le conflit à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et voilà, il pose un écran et qui lui permet. Et cette capacité des joueurs arrière, à être tout en maîtrise et traverser les écrans, voilà, revenir. Voilà, et là, on voit très très bien sur une isolation d'un jeu à deux, la qualité, le fait de toucher,
Ici, voilà. L'ouverture, et de revenir passer derrière. Voilà, et on revoit tout ce qu'on a vu depuis que le bus est posé. Orienter, réorienter ses appuis. Ouvrir avec ce petit mouvement qui élimine le défenseur du poste 1, le protecte un petit peu bas. Après, l'autre technique qu'on voit beaucoup, notamment mais chez tous les meneurs de jeu, un petit peu sur un ordre de petite taille, c'est mettre son défenseur dans le dos par une rupture de rythme. On l'a vu ici avec Campazzo, il y a un petit peu le spécialiste de ça, on le voit chez tout le monde. Voilà. Ici, se taper, mettre son joueur dans le dos, l'éliminer son joueur par cette rupture de rythme. On le voit avec ce joueur de grande taille, là, il va fixer. Ici, parfait. Je m'arrête, je mets mon joueur dans le dos et je réattaque derrière. Voilà. Ici, j'élimine, je réattaque. Voilà. Encore une fois, je reviens. Et là encore, vraiment l'absence de précipitation et de contrôle technique du porteur, du joueur arrière. Voilà, je vais revenir et je réattaque derrière et on retrouve la même situation qu'on a vue tout à l'heure avec les élites. Voilà, où il y a quasiment un écran. Je vais bien refaire un écran pour mon joueur. Oui, Fabien. J'ai une dernière question sur ce que tu viens de proposer. Donc l'apprentissage pour les jeunes joueurs de la gestion des contacts, c'est quelque chose qui semble prioritaire ressemble par rapport à ce que tu vois sur le haut niveau. Ah ouais, ouais, complètement. Vraiment, je pense on est au cœur du sujet. On les voit souvent être dans des situations plutôt d'évitement. C'est-à-dire qu'on les voit presque être dans l'évitement du pic. Ils ont du mal à franchir le pic et à être dans ce contact avec le poseur d'écran. Et ils sont après dans l'évitement. Souvent, une fois le pic franchi, soit ils prennent de la vitesse, soit ils ont des dépassements souvent latéraux qui peut annihiler l'intérêt d'avoir posé un pic. Alors que le fait d'être effectivement là à la fois en contrôle et en gestion du contact, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment source d'apprentissage. C'est vraiment une démarche d'apprentissage autour de ça. Et on n'est pas dans la vitesse, on est dans les ruptures de rythme et à la fois la rupture de rythme et la gestion du contact. Voilà, ça c'est pour moi c'est encore plus confirmé par ces images et l'appropriation que moi je peux en faire par rapport à la formation du jeune joueur. Ça marche, merci. Je te laisse conclure du coup. Voilà. Bon, donc là, juste bon, là j'en ai terminé pour les images que j'ai pu extraire de ces 1200 et quelques pick and roll. Écran porteur, c'est mieux parce que pick and roll c'est connoté différemment. Écran porteur. Là-dessus. Les perspectives, moi il y a deux perspectives. Bon, l'une qui est en chantier déjà, c'est l'analyse, observation d'analyse défensive, puisque j'ai toujours été sur les deux valences quand j'ai fait de l'observation, donc je suis en train de construire cette partie-là. Et puis l'autre aspect qui me paraît moi vraiment important, mais je ne sais pas, peut-être s'il y a un troisième, un quatrième confinement. Mais c'est un travail identique autour du secteur féminin. Je trouve vraiment c'est un souhait de pouvoir à la fois faire une analyse du secteur féminin et souvent on s'interroge sur qu'est-ce qui peut être enseigné de façon identique ou de façon différente. Et moi j'aimerais vraiment pouvoir qui intervient à la fois avec des jeunes filles et des jeunes garçons, pouvoir faire cette analyse comparative et voir si on est sur au moins sur le plan statistique, sur des situations identiques, ou sur la façon de jouer les pics en attaque ou en défense de façon identique ou différente. Voilà, mais bon voilà, il faudrait prendre le temps de le faire, mais je pense que ce serait vraiment important. Voilà par rapport à ça. Donc merci pour la connexion à tous. Merci pour votre attention également. Et ben, dans cette période qui tout semble aller mieux, donc au plaisir de se retrouver sur le terrain. Merci encore. Merci Jean-Pascal pour la qualité et la richesse de cette intervention. Effectivement, on espère mardi prochain la reprise des jeunes dans les gymnases. On s'aperçoit que des reprises en extérieur sur le plan physique sont en train d'être faites par vous tous. Donc on attend avec impatience de faire rebondir cette balle orange en 2020 ou en 2021 dans les gymnases pour les seniors.
En tout cas, merci à toi, Jean-Pascal. Je te laisse le mot de la fin et puis à bientôt pour ces nouveaux lives basket formation. Merci, et puis écoutez, à très bientôt. Je réitère ce que j'ai pu dire. À très bientôt sur les terrains et au plaisir de se retrouver. Merci.